Bonjour à tous, je suis Antoine Perquin et je vais vous présenter mes travaux de thèse, donc la première année de thèse avec Gwénolé Lecorbet, Damien Lolive et Laurent Amseleg, qui ont donné lieu à des travaux qui ont été publiés à SLSP plus tôt dans la semaine et qui s'intitulent Font Level Embeddings for Unit Selection Speech Synthesis. C'est bon. Alors, étant donné qu'on va parler de synthèse de parole, ça peut être bien de recaler un peu donc, la synthèse de parole de manière générale. Donc il s'agit de générer un signal de parole, à partir d'un texte. En général, ça va se faire en deux étapes. Tout d'abord, l'analyse linguistique. Donc l'idée de l'analyse linguistique, c'est de prendre le texte en entrée et de générer en sortie les informations sur comment prononcer le texte en entrée. On peut avoir aussi d'autres informations. Donc par exemple, si je veux synthétiser le mot souris, on va nous dire que le mot souris se prononce avec une séquence de phonèmes S ou R, N, I. On aura d'autres informations, par exemple, le phonème OU, il est le deuxième du mot souris, il est le cinquième dans la phrase, etc., etc. Donc avec toutes ces informations, on va passer à la deuxième étape, comment réellement prononcer, comment faire la synthèse à proprement parler de ces mots. Donc il y a plusieurs méthodes, et celle qui nous intéresse plus particulièrement, c'est les méthodes par sélection d'unités que je vais développer. Donc on suppose qu'on a déjà fait l'analyse linguistique, on veut toujours synthétiser le mot souris avec la séquence de phonèmes S ou R, N, I. On suppose donc, pour les méthodes par sélection d'unités, qu'on dispose d'une base de données qui contient des éléments préenregistrés de parole, donc des phonèmes par exemple. Par exemple, ici on a plusieurs éléments, dont deux instances du phonème S. L'idée, quand on a une méthode par sélection d'unités, pour faire de la synthèse de parole, c'est qu'on va les piocher dans notre base de données, et on va les concaténer les unités qu'on a choisies pour obtenir un signal de parole. Maintenant, toute la question, c'est comment est-ce qu'on choisit les bonnes unités pour obtenir un bon signal. L'idée, c'est qu'on va choisir la séquence d'unités qui minimise la somme de deux coups. D'une part, le coût de sélection, donc, qui va nous dire à quel point l'unité qu'on regarde dans la base de données est proche de celle que l'on veut synthétiser. En général, ça va requérir une expérience linguistique pour définir ce coût. Par exemple, ici, pour synthétiser le S de souris, est-ce qu'il vaut mieux que je prenne le S de bassin ou le S de saut? On peut se dire par exemple que le S de saut sera mieux parce qu'il est pareil en début de mot, alors que l'autre est en milieu de mot. Donc réellement, on a besoin d'une expertise linguistique pour choisir quel est le meilleur phonème. Ensuite, le deuxième coup, le coût de concaténation. C'est lui qui va nous dire à quel point deux unités qui se suivent dans notre séquence se concaténent bien sans créer d'artefacts sonores. Donc l'idée de nos travaux, ça va être de tenter au plus possible d'éliminer cette expertise linguistique pour définir le coût de sélection. Donc on peut regarder dans l'état de l'art les méthodes qui font déjà ce genre de choses. L'idée dans l'état de l'art, c'est de dire que cette distance, ce coût de sélection, au final, c'est une distance entre nos phonèmes. Et on peut voir cette distance, par exemple, plutôt d'un point de vue acoustique. Le problème, c'est qu'on sait exactement à quoi ressemblent d'un point de vue acoustique les unités qui sont dans notre base de données, mais on n'a aucune idée, en tout cas on a une idée, mais on ne sait pas exactement à quoi ressemblent acoustiquement les unités qu'on veut synthétiser. Donc l'idée, ça va être plutôt de passer par des modèles acoustiques, par exemple des HMM, pour modéliser d'une part les unités dans notre base de données, et d'autre part les unités que l'on souhaite synthétiser. Alors, la distance qu'on va définir entre ces deux types d'unités, on va plutôt la définir sur les modèles avec une divergence de Kullback-Leibler, par exemple. Dans l'état de l'art, on voit que pour différentes tâches, utiliser des réseaux de neurones permet d'améliorer les performances plutôt que d'utiliser des modèles de Markov cachés. Et donc, on propose de regarder comment utiliser cette méthode avec des réseaux de neurones. On trouve dans l'état de l'art une méthode qui consiste donc pareil à faire un modèle acoustique. En entrée, on donne L un vecteur linguistique et TI un signal pour dire quelle est la trame à laquelle on s'intéresse. Et en sortie, on va essayer de prédire les coefficients acoustiques AI, donc à quoi ressemble acoustiquement la trame que j'essaye de prédire. L'idée donc, ça va être de comparer les trames qu'on a prédit pour l'unité dans la base de données et les trames que l'on a prédit pour l'unité qu'on souhaite synthétiser.
et d'aller les comparer entre elles. Le problème, c'est que les deux unités n'ont pas forcément la même taille, donc il va falloir trouver un moyen d'agréger les coefficients acoustiques de toutes les trames de nos deux unités. L'idée de cet article, c'était de dire on va couper nos unités en quatre parties de même taille, et on va agréger nos résultats sur toutes les trames de ce quart, en disant qu'on va tout simplement dire qu'ils sont issus d'une gaussienne, donc on va approximer par une loi normale les observations qu'on a eues, ou les prédictions plutôt que l'on a eues. Et l'idée, c'est qu'on va les comparer une à une, chacun des quarts de l'unité candidate et de l'unité cible, en utilisant pareil la divergence du Kullback-Leibler. Ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est que puisqu'on utilise des réseaux de neurones, on n'est pas obligé d'aller utiliser la prédiction même, on peut utiliser le résultat d'une couche intermédiaire, on peut utiliser un embedding. Et ce papier a montré de manière très intéressante que les résultats donc, de la qualité de la synthèse ne diminuent pas si on utilise directement la prédiction ou plutôt un embedding. Le problème, c'est que dans ce cas, ce qu'on va obtenir, c'est un embedding de trame et pas un embedding de faune. Donc il y a quand même une heuristique qui est nécessaire pour définir comment agréger nos résultats sur des trames. Et ce qu'on aimerait, c'est avoir directement un embedding de phonème. Donc dans l'état de l'art, il y a déjà une solution qui permet de faire ça. C'est d'utiliser donc encore une fois un réseau de neurones de manière similaire à précédemment. Sauf que cette fois, on a, donc, comme d'habitude, l'encodeur linguistique en entrée, le décodeur acoustique en sortie, mais on utilise aussi un encodeur acoustique en entrée. Ainsi, l'embedding qu'on va obtenir, il va être multimodal. Il va aussi bien représenter l'aspect linguistique que l'aspect acoustique. Et toute l'idée de ce papier, c'est aussi de dire que pour obtenir un embedding de faune plutôt qu'un embedding de trame, on va venir déplacer l'information de signal, les TI, juste après l'embedding. Ainsi, ce qu'on va obtenir, c'est un embedding de faune. Et alors, on va pouvoir définir notre coût de sélection comme une métrique L2 entre l'embedding de l'unité qu'on a dans la base de données et de l'unité qu'on essaye de synthétiser. Donc, de notre côté, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Donc, on va essayer d'obtenir un réseau de neurones à partir duquel on peut obtenir des embeddings de faune. On va aller projeter toutes les unités dans notre base de données dans l'espace d'embedding qui a été défini par notre DNN. On va aller projeter les unités que l'on souhaite synthétiser dans notre embedding aussi. Et alors, on n'aura plus qu'à aller chercher les plus proches dans cet espace. On dira que celui qu'on va choisir, c'est le plus proche de celui qu'on cherchait. Donc l'idée maintenant, ça va être de voir si cette méthode qu'on a vu qui marchait très bien pour l'anglais, est-ce qu'elle s'applique aussi au français? Ça va être de voir ce coût qu'on a défini de manière automatique, est-ce qu'il est au moins aussi bon qu'un coût défini de manière expert par un linguiste? Et une supposition qui était faite dans nos travaux et dans les travaux précédents, c'est de dire qu'un bon modèle va forcément donner un bon embedding, et on voulait vérifier que ce genre de choses était vrai. Donc pour ça, on va évaluer la qualité de nos réseaux de neurones en tant que modèle acoustique, et on va aussi évaluer la qualité de nos embeddings, donc d'un point de vue de la synthèse de parole. Donc voyons à quoi ressemblent nos modèles. Le premier modèle, DNNS avec S pour statistique, correspond à un modèle acoustique relativement classique, linguistique en entrée, avec un signal pour dire quelle est la trame qui nous intéresse, et signal acoustique en sortie. Avec un modèle de la sorte, on va obtenir un embedding de frame et un embedding de haute dimension. Alors que ce qui nous intéresse, ça va être un embedding de faune de basse dimension. Donc pour ça, ce qu'on va devoir faire, c'est rajouter une couche entonnoir afin de diminuer la dimension de notre embedding. Donc on obtient toujours un embedding de frame, mais en comparant ce modèle et le précédent, on devrait pouvoir estimer la perte de précision qui est due à la compression de l'information au niveau de notre couche d'embedding. Maintenant, donc, on cherche à obtenir un embedding de faune. Donc pour ça, on va utiliser la même idée que dans le papier précédent, à savoir on déplace le signal temporel juste après l'embedding. Donc là, cette fois, on obtient bien un embedding de faune de basse dimension. En comparant les deux modèles, donc celui-ci et le précédent,
on devrait pouvoir estimer quelle est la perte due au déplacement de l'information. Enfin, dans la littérature, on voit que pour tout ce qui est temporel, utiliser des LSTM, ça va en général améliorer la précision de nos modèles. Donc on s'est dit qu'on allait essayer de modéliser l'aspect temporel en ajoutant une couche LSTM après l'embedding au niveau du décodeur acoustique. Et donc on s'attend à ce que ça améliore la précision de notre modèle acoustique. Maintenant, on va pouvoir voir ce que nos modèles, sur quoi on les a entraînés. Donc on les a entraînés sur des données de parole. Donc c'est de la parole lue. Ça correspond à un audiobook. C'est un français professionnel. La parole est relativement expressive. On a environ 10 heures de parole pour presque 400 000 phonèmes. Donc en entrée, on a des features linguistiques qui correspondent aux résultats de l'analyse linguistique. Donc quel est le phonème qu'on cherche à synthétiser, quels sont ses voisins, dans quelle syllabe il se trouve par exemple. Et on a le signal d'entrée, donc quelle est la durée du phonème et quelle est la trame à l'intérieur du phonème qu'on essaye de synthétiser. En sortie, on va essayer de prédire des coefficients acoustiques qu'on a extraits avec un vocodeur qui s'appelle World. Donc on a différents coefficients acoustiques, donc des coefficients Melkepstro, des bandes d'impériodicité et la fréquence fondamentale du signal. Et on utilise aussi leur delta et delta delta afin de modéliser dynamiquement ce signal. Donc voyons les résultats de manière objective. On a fait différentes mesures qui correspondent à chacun, donc c'est des mesures de distorsion qui correspondent à chacun des coefficients acoustiques qu'on a essayé de prédire, et le plus bas, le mieux. Si on compare notre modèle standard avec le modèle qui possède une couche entonnoir, on voit que, étonnamment, on est plus précis lorsqu'on a compressé l'information. Donc on suppose que c'est dû au fait que notre modèle avec entonnoir avait plus de couches cachées, et donc ça lui permet de mieux combiner. Il y a moins de linéarité, il combine plus les informations, et donc il est capable d'apprendre une représentation plus intéressante d'un point de vue de la prédiction. Maintenant, si on déplace l'information temporelle, on voit qu'on a une légère perte pour toutes les valeurs de distorsion, mais cette perte est relativement faible. Et enfin, si on ajoute une couche LSTM au niveau du décodeur juste derrière la couche d'embedding, étonnamment, et c'est plus particulièrement visible sur la distorsion klepstrale, on va largement augmenter notre distorsion. On pense que c'est dû au fait que le modèle qui contenait une couche LSTM a été entraîné sur des données donc, de la taille d'un phonème. Or, on a beaucoup moins de phonèmes qu'on a de trames dans notre jeu de données. Et donc au final, on se retrouve avec une taille de jeu d'entraînement qui est beaucoup plus faible. Et donc, on pense que cette augmentation de la perte est due à cela. Maintenant, on a essayé de faire de la synthèse pour voir si nos modèles acoustiques étaient bons, pour confirmer ces valeurs objectives. Et donc, on a fait de la synthèse paramétrique. Donc, l'idée, c'est de prédire les coefficients acoustiques qui correspondent à ce que l'on cherche à synthétiser et d'utiliser un vocodeur pour régénérer le signal derrière. Nos tests d'écoute ont été faits avec 21 testeurs, tous natifs français. Et on leur a demandé de noter la qualité de la parole sur une échelle entre 0 et 10. Voilà les résultats. Donc à gauche, on a la parole naturelle. Le deuxième modèle VOC correspond à de la parole analyse-synthèse, c'est-à-dire on prend le vocodeur, on lui donne le signal réel, il le paramétrise et on le redonne directement au vocodeur pour resynthétiser le signal. De cette manière, on est capable d'évaluer la qualité du vocodeur. Voilà. On voit qu'au niveau du vocodeur, il y a des listeners qui ont donné des notes relativement basses, jusqu'à 2. Donc il semblerait que certaines personnes n'apprécient vraiment pas la synthèse paramétrique. On a ensuite nos trois modèles, donc le modèle statistique, le modèle avec la couche bottleneck et le modèle avec l'information déplacée, qui sont relativement similaires. Ça se joue dans un mouchoir de poche, avec une moyenne autour de 3. Donc ce
qualité du signal est relativement peu élevée, mais c'était intelligible. Par contre, notre modèle avec le LSTM, comme on l'a vu précédemment, il est très mauvais. Personne n'était capable de distinguer ce qu'il disait, donc forcément, il se retrouve avec une note proche de 0. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, donc, ok, on a un modèle qui ne fonctionne pas, mais est-ce qu'il fonctionnera quand même pour la méthode de synthèse hybride que l'on souhaite mettre en place? Donc pour ça, on va faire cette synthèse hybride, donc la sélection d'unités avec le coût qui a été défini de manière automatique. Donc pour ça, on effectue l'analyse linguistique comme d'habitude. On calcule les embeddings associés à tous les phonèmes dans notre base de données et à ceux qu'on cherche à synthétiser. Et avant de faire la sélection d'unités, on va présélectionner quelques unités. Donc on va présélectionner tout d'abord uniquement les unités qui correspondent au même type de phonème. Donc on va toujours prendre un S pour un S et pas un O pour un S, par exemple. Et on va encore réduire le nombre d'unités candidates en prenant uniquement les 25 phones les plus proches dans l'espace d'embedding. Et enfin, donc on va définir le coût de sélection comme la distance euclidienne dans l'espace d'embedding. Donc voyons les résultats perceptifs. Donc toujours à gauche le naturel. Le système EXP, c'est le système expert, donc à savoir un coût défini avec une expertise. Et les deux autres systèmes à droite, DNNBP et LSTMBP, les systèmes avec le coût défini de manière automatique. Donc on peut voir que les deux systèmes hybrides, donc avec le coût défini de manière automatique, ont été préférés par rapport au système expert. C'est une bonne chose. Et étonnamment, le système avec le LSTM performe à peu près aussi bien que le système sans le LSTM. Ce qui veut dire que, ce qui semblerait indiquer qu'un mauvais modèle acoustique peut quand même donner de bons embeddings pour la sélection d'unités. Donc maintenant, c'était de la synthèse sur les mêmes données que le jeu d'entraînement. Voyons ce qui se passe si on fait de la synthèse sur des données complètement différentes, avec un style littéraire différent. Donc cette fois, on n'avait pas de parole naturelle. Et encore une fois, on voit que les testeurs avaient l'air de préférer, de manière générale, nos systèmes hybrides par rapport aux systèmes qui possèdent un coût expert. Et encore une fois, donc toujours de manière relativement étonnante mais appréciable, le fait que le modèle avec une couche LSTM qui performe mal en tant que modèle acoustique performe relativement bien pour la synthèse hybride. Donc au final, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'on a été capable de définir un coût de sélection de manière automatique grâce à des réseaux de neurones en extrayant des embeddings de faune. On a pu voir qu'un coût défini de manière automatique avec ces réseaux de neurones, ça permet de au moins égaler un coût défini de manière expert, et que de manière générale, un mauvais modèle acoustique ne veut pas nécessairement dire un mauvais embedding, en tout cas pour la tâche de la sélection d'unités. Pour de prochains travaux, ce qui sera intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui fait un bon embedding. Si ce n'est pas un bon modèle, qu'est-ce qui fait un bon embedding? Et ce serait d'appliquer cette même donnée, ce même modèle sur des données plus hétérogènes. Donc là, on avait un seul locuteur dans notre base de données. Ce serait intéressant d'en avoir par exemple plusieurs et qui ne parlent pas forcément tous la même langue. Et donc si on ajoute plus de données, des données plus hétérogènes dans notre base, il va falloir se poser la question de comment chercher dans une grande base de données. Et notamment, il va falloir commencer à penser à indexer cette base de données. J'écoute vos questions.